François Asselineau, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie des candidats que les Français commencent à connaître puisque, en cette période d'égalité des temps de parole, vous avez droit à la même exposition médiatique que les autres. Mais le reste du temps, comme d'autres candidats, vous ne parvenez pas à franchir le plafond de verre. Pourquoi exactement, selon vous? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est le fait que vous vous concentrez sur l'élection présidentielle ou est-ce que c'est le fait que les médias ont une certaine prévention contre les candidats tels que vous? Oui, j'ai créé ce mouvement politique, l'Union populaire républicaine, il y a 10 ans. Et pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, je n'ai pratiquement pas été invité dans les très grands médias du pays. J'ai été invité une fois chez TADI et encore on m'a exfiltré avant la fin. J'ai été invité chez Ruquier, c'était dans les conditions du direct. L'enregistrement avait duré 55 minutes, le produit final 18 minutes. Et donc il y a eu un charcutage au montage qui était assez extraordinaire. Et puis j'ai été invité une ou deux fois chez iTélé, et puis c'est à peu près tout. En revanche, j'ai été beaucoup invité dans des radios de la bande FM, et puis aussi, nous avons notre propre chaîne sur Internet. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des médias en France qui font un filtrage idéologique. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous donner une anecdote. Début 2012, j'avais vaguement tenté d'être candidat à la présidence de la République, mais à l'époque, le mouvement politique que j'avais créé, on avait 700 adhérents. Donc c'était encore un petit mouvement. J'avais été reçu par Madame Christine Kelly au CSA, qui m'avait dit « Écoutez, cher monsieur, vous ne vous êtes présenté à aucune élection. Votre mouvement a donc 0 électeur prouvé. Donc je ne peux, en gros, à peu près rien pour vous. Présentez-vous à des élections et en fonction du résultat, le CSA interviendra. » Très bien. C'est ce que nous avons fait. On s'est présenté aux élections européennes en 2014. On a rassemblé 77 000 suffrages, c'est-à-dire 0,4% des suffrages. Puis aux élections régionales, on a rassemblé 190 000 suffrages, 0,9% au niveau national, ce qui n'était pas si mal finalement pour un mouvement qui j'étais peut-être connu de 2 ou 3% de la population. Mais comment expliquez-vous que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, on ne lui ait pas appliqué la même jurisprudence? Voilà. Parce que M. Macron, lui, il a 0 électeur, quand moi j'en ai 190 000, et pourtant lui, il a eu au cours de l'année 2016 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines et des dizaines d'heures des plus grands médias du pays. Alors, on va y revenir, mais on va d'abord parler de ce qui fait votre programme, et en particulier ce qui peut-être est lié à la réception de votre candidature par les médias, la question du souverainisme, la question de l'Europe, de l'Union européenne plutôt. Puisque, évidemment, c'est la façon dont votre programme est présenté. Vous êtes, d'ailleurs vous le dites vous-même sur vos affiches, le candidat du Frexit. Alors, pourquoi êtes-vous à ce point-là focalisé sur cette question comme si c'était le nœud central? Et comment le concevez-vous? Vous insistez sur l'article 50 comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de sortir que l'article 50. Pourquoi vous présentez-vous comme le seul qui serait efficace pour sortir de l'Union européenne, et en quoi ce serait efficace? Ça sert à quoi aujourd'hui de sortir de l'Union européenne? Alors d'abord, derrière la question de l'Union européenne, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Normalement, selon la Constitution même, l'article 5 de la Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. L'indépendance nationale, De Gaulle disait que c'était pour lui le synonyme de la démocratie. C'est vrai. Tant que nous sommes dirigés par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington, en réalité, les Français sont sous tutelle. Le problème, c'est que il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas le lien de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et le fait que lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont en fait une politique qui n'est pas celle pour laquelle ils ont voté. Et moi, je leur explique. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, tant que la France ne sera pas redevenue ce qu'elle est, la France, ça veut dire le pays des hommes libres étymologiquement, eh bien on va aller de désillusion en désillusion. Et moi, je suis très inquiet sur la situation de la France, si c'est pas moi qui suis élu. Si on a quelqu'un qui reste dans l'Union européenne, je suis très inquiet à l'horizon de 6 mois, 1 an. Je pense que la France va finir par exploser parce que les Français ne comprennent pas ce qui se passe, mais on leur explique pas non plus le lien de cause à effet avec l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que je dis que je suis le seul? Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir de l'Union européenne, c'est effectivement l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et tout le reste, c'est du pipeau. Voilà. Vous savez, Talleyrand avait cette belle formule
Il disait, ça s'appliquait aussi bien à la vie professionnelle, diplomatique, affective, sentimentale. Il disait la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. La seule façon de dire... C'est la règle du bon diplomate, en effet. La seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est de dire je sors de l'Union européenne de la façon juridique, la seule prévue, l'article 50 du traité de l'Union européenne. Toutes les autres, toutes les façons de dire je vais renégocier les traités à la Saint-Glinglin, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais désolir les traités, toutes ces circonlocutions qui éludent systématiquement cet article 50 sont faites par des responsables politiques qui, en fait, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, qui sont médiatisés pour ça, justement. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Et est-ce que, par exemple, si on prend l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut sortir des traités en passant par une renégociation. Est-ce que, politiquement, c'est pas justifié et légitime de dire, dans un premier temps, étant un grand pays, on va d'abord dire ce qu'on souhaite et ce qu'on refuse, parce que finalement, c'est vrai que la France ne l'a jamais fait vraiment, ni sous Nicolas Sarkozy, ni sous François Hollande. Donc, est-ce que c'est pas une première étape quand même nécessaire? Alors d'abord, monsieur Mélenchon, c'est quand même pas un poussin de la veille. Il est élu depuis 32 ans et il est élu député européen depuis 8 ans. Mais on peut changer, on peut comprendre. On peut changer, mais bon, c'est quand même quelqu'un dont je rappelle qu'il avait appelé à voter oui à Maastricht. Ensuite, il a appelé à voter non à la Constitution européenne. Mais il avait quand même dit qu'il allait se battre en 2012 pour renégocier le TSCG, ci et ça, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis rappelez-vous, le soir du premier tour, à 20h37, il a dit qu'il se désistait pour François Hollande, toute affaire cessante. En réalité, monsieur Mélenchon biaise continuellement, propose un plan A, un plan B, un plan... On comprend rien d'ailleurs. Et tout ça n'est pas clair. En fait, il reproche à Mme Merkel... D'abord, son analyse est fausse. Il reproche à l'Europe d'avoir été prise en otage par l'Allemagne, en gros, et à l'intérieur de l'Allemagne par Mme Merkel. Donc il agit sur des soubassements que je trouve nauséabonds. Il essaie d'attiser le caractère anti-germanique des Français. Bon, moi je suis honnête, objectif. Si l'Union européenne ne fonctionne pas, ça n'est pas uniquement à cause de l'Allemagne. C'est parce que aussi à cause de la politique menée par l'Allemagne après la crise, quand même. Oui, mais on pourra reparler de ça si vous voulez. Mais il se trouve que l'Allemagne est l'Allemagne et que les Grecs sont les Grecs, les Français les Français. C'est quand même une grande nouveauté. Le problème de fond, c'est de mettre ensemble 28 peuples avec 28 langues, 28 traditions politiques, historiques, diplomatiques, syndicales, avec 28 anthropologies sociales différentes, 28 tissus économiques différents, 28 intérêts géopolitiques différents, de les mettre ensemble et croire que ça va marcher. Donc, vous dites que c'est une impossibilité fondamentale. Écoutez, on retirerait l'Allemagne de l'Union européenne, que ça ne marcherait pas davantage. C'est une impossibilité qui est... Qui est liée au nombre ou qui est liée à la nature des pays, simplement? Je pense que c'est un petit peu... C'est la même chose. Il se passerait la même chose dans toute autre région du monde. C'est-à-dire, plus particulièrement en Europe, parce qu'en Europe, il se trouve qu'il y a à peu près autant de langues que de pays. Pas tout à fait, mais il y a 24 langues officielles pour 28 États. Donc en plus de ça, on a une espèce de tour de Babel qui ne fonctionne pas. Peut-être que ça pourrait mieux marcher, je sais pas, en Amérique centrale, avec des pays qui parlent la même langue et qui ont un peu la même histoire. Mais ça n'est pas le cas de l'Union européenne. Et M. Mélenchon refuse d'aller, comme le conseiller Charles de Gaulle, au fond des choses. Il refuse d'analyser l'impossibilité qu'il y a à faire fonctionner un tel attelage de façon démocratique. Alors il fait porter tous les péchés sur Mme Merkel, mais en réalité, son projet qui consiste à dire « moi j'arrive et puis je vais imposer la position de la France », si vous y réfléchissez bien, en fait c'est une position nationaliste française. Et en fait il voudrait faire avec l'Europe ce qu'il reproche à Mme Merkel de faire. Il voudrait que l'Europe serve les intérêts de la France alors qu'il lui reproche de servir les intérêts de l'Allemagne. Mais moi, je ne veux pas imposer les intérêts français, la vision française du monde, je ne veux pas les imposer aux Allemands, aux Grecs, aux Italiens, aux Polonais. Il faut que chaque peuple ait la sagesse de considérer qu'ils ont chacun leur propre vision du monde, leur propre langue, leur propre anthropologie sociale, tout ce que je viens de dire, et puis que ça n'empêche pas d'avoir un concert des nations. En fait, qu'est-ce qu'il reproche, par exemple, au Conseil de l'Europe ou à l'Organisation des Nations Unies? C'est comme Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan. Ils nous disent on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Il y a déjà des structures internationales qui sont la coopération internationale, pour laquelle je suis pour, bien entendu. Je rappelle qu'Airbus ou Arianespace n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. Ce sont des coopérations internationales.
Mais aucune de ces personnalités politiques ne sont claires sur la question de la supranationalité et sur la question toute bête de savoir qu'est-ce qui ne vous convient pas avec l'ONU, avec le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il y a la question démocratique que vous pointez, il y a aussi la question économique. En quoi l'Union européenne, est-elle responsable de la situation économique de la France et en quoi ça irait mieux si on suivait vos préconisations ? Alors d'abord, l'Union européenne est fondée sur une vision néolibérale, ultralibérale, enfin tout ce qu'on veut. Les traités européens ont inclus dans le marbre des politiques économiques. Voilà. Par exemple, l'article 30... Excusez-moi, c'est vrai que je me suis rendu célèbre parce que c'était les articles, mais je trouve assez extraordinaire que l'on me reproche de connaître mes dossiers. Et je préfère finalement être critiqué parce que je connais trop bien les traités européens plutôt que d'être critiqué parce que ma femme, par exemple, serait mon attaché parlementaire. Donc j'aurais des quantités de dossiers judiciaires au basque. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que la politique agricole commune a pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture. Si vous y réfléchissez un instant, c'est dingue. C'est dingue parce qu'on pourrait avoir un objectif quinquennal, par exemple, d'augmenter la productivité. Mais un traité international n'a pas de date de validité, de péremption. On connaît des traités qui ont plusieurs centaines. Le traité d'Utrecht de 1713, qui a 304 ans. Depuis 304 ans, le Royaume-Uni est à Gibraltar. Ça veut donc dire que les traités européens, dans 300 ans, pourront toujours être là. Donc accroître la productivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on force l'agriculture, le modèle économique, c'est toujours plus de profit. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on va... Je parle de l'agriculture, on pourrait parler de bien d'autres choses. On va vers un modèle d'ultra-productivisme. C'est la destruction des terroirs, de l'agriculture familiale, de l'agriculture biologique, de la permaculture. Et le modèle français. Voilà. Qui est le modèle d'agriculture donc ça, française. c'est bien. On assiste à la disparition rapide du nombre d'agriculteurs qui, de toute façon, sont mis en choc frontal avec d'autres pays où il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture. Un autre exemple qui est absolument cruel, c'est l'affaire des délocalisations. Vous savez que le mot délocalisation est apparu dans le vocabulaire français en 1993, lorsque, pour la première fois, une usine, qui était l'usine Hoover à Dijon, bénéficiant de la mise en œuvre du traité de Maastricht à partir du 1er janvier 1993, a décidé de délocaliser son usine qui fabriquait des aspirateurs à Dijon, de la délocaliser à l'étranger. Avant, on avait un contrôle des mouvements de capitaux. Moi, je propose de revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Ceci a été imposé à la France par les traités de l'Union européenne. Notez bien que dans le monde aujourd'hui, il y a la grande majorité des États du monde qui procèdent à des contrôles de mouvements de capitaux. Donc tout ceci mis bout à bout, c'est ce qui explique la désindustrialisation accélérée, les délocalisations. Rappelez-vous que François Hollande et Montebourg s'étaient fait élire en disant on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient lutter contre les délocalisations. Mais on a vu, il ne s'est rien passé, on a vu un flot torrentiel de délocalisation. Et donc, par exemple, pour vous, sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Ben d'abord, on ne le peut pas juridiquement. Déjà, il y a un problème juridique. Ouais. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au droit parce que le droit, d'abord, c'est ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le droit, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Voilà. C'est-à-dire que quand vous tranchez derrière le droit, personne ne peut vous le reprocher. Donc, normalement, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. C'est déjà un problème. Ce qu'il faut bien comprendre par ailleurs, c'est que l'euro, j'en parlais tout à l'heure dans un autre média, l'euro aurait dû faire l'objet d'un très grand débat approfondi à la télévision. Le problème, c'est que c'est un sujet compliqué, technique. Et que l'on fait peur aux Français en disant si jamais on sort de l'euro, vos économies vont être si... Moi, ce que je dis aux gens qui disent ça, c'est qu'en fait, c'est l'euro qui est en train d'exploser. Et personne ne parle de l'évolution divergente du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Bien sûr, entre l'Allemagne qui a un excédent qui d'ailleurs est interdit par les traités. Alors... 800, aux dernières nouvelles, vous dites bien sûr, Madame Polony, mais vous faites partie, à mon avis, des 0,01% des Français, peut-être un petit peu plus, mais disons des 2 ou 3% des Français qui savent ce qui se passe. Parce que la grande majorité des Français ne comprend pas que l'euro n'est pas viable, qu'il va exploser. Il y a actuellement 15 milliards d'euros chaque mois qui se réfugient en Allemagne ou qui soit se réfugient en Allemagne par des grandes fortunes du Sud qui pensent que l'euro va exploser et qui préfèrent avoir des créances sous la Bundesbank, soit
résulte du déficit de la balance commerciale Sauf que des pays du Sud. le replâtrage du système, pour l'instant, fonctionne, que l'euro, dont on dit depuis quelques années déjà qu'il va exploser, n'explose toujours pas, et qu'en revanche, on explique que le retour à des monnaies nationales risquerait en effet de renchérir, de provoquer une inflation qui ne serait pas forcément maîtrisée. Vous arriveriez à maîtriser l'inflation et à remettre en place on va dire une parité entre les monnaies qui ne soit pas totalement dépendante des marchés. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système a été conçu dès l'origine par les Allemands. Il y avait une lutte entre la France et l'Allemagne pour savoir comment fonctionnerait l'euro. Les Français auraient voulu volontiers une banque centrale européenne et que toutes les banques centrales nationales disparaissent. Les Allemands s'y sont opposés. Donc tous les États ont gardé leur banque centrale nationale. Ça veut dire que tous les États ont gardé leur monnaie nationale. En fait, ce sont des monnaies nationales cachées. Lorsque vous avez 1 000 € sur votre compte courant dans une banque commerciale à Paris, c'est en fait 1 000 € de créances sur la Banque de France. Et si c'est en Allemagne, c'est 1 000 € de créances sur la Bundesbank. Donc en fait, ce sont des monnaies nationales cachées qui ont le même nom, qui s'échangent à taux de parité, mais le processus a été conçu par l'Allemagne pour être facilement réversible. On a tous gardé nos monnaies nationales. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas responsable de ce système. C'est pas moi qui l'ai conçu. J'ai voté non à Maastricht. Quand j'étais fonctionnaire, personne ne l'a su, mais moi, j'ai voté non. Et maintenant, on hérite d'un système qui, je le rappelle, n'est pas viable. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser. Et on l'a vu au cours de la dernière partie du XXe siècle. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, on aurait pu imaginer que les pays qui en émanaient conservassent leur monnaie, le rouble. Pas du tout. Chaque pays a créé sa propre monnaie nationale. Parfois, dans des conditions, d'ailleurs, ils étaient quasiment en effondrement économique, dans un état de guerre. Il est beaucoup plus facile de créer une monnaie nationale que de fusionner dans une monnaie supranationale. Toute l'histoire le montre. J'ai fait une conférence là-dessus qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle La tragédie de l'euro. Moi, je vous redis que l'euro n'est pas viable, qu'il y a une évolution de la compétitivité qui est bien supérieure en Allemagne à ce qu'elle est en France et supérieure en France à ce qu'elle est dans les pays du Sud, que ça n'est pas nouveau. De 1949 à 1999, pendant 50 ans, on a assisté à ça, et que la seule façon connue pour remédier à ces divergences, c'était justement les évolutions de parité monétaire, soit les dépréciations, les dévaluations du système des parités fixes, soit la dépréciation sur les marchés financiers. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il y a le lien de 1 pour 1 fixé par l'euro. Résultat, nul ne sait ce qu'on peut faire. Plus exactement, si la Commission européenne le sait, elle demande à la France ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires, de diminuer les prestations sociales. Il faut en fait que la France essaye de suivre le sentier de compétitivité de l'Allemagne, alors que nous ne sommes pas aussi disciplinés que les Allemands. Nous n'avons pas accepté les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4. Nous n'avons pas le même tissu économique, et a fortiori les pays du Sud. Donc le système n'est pas viable et va exploser. Mais comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Et juste simplement, si vous annoncez malgré tout la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la mise en place d'un contrôle des capitaux, donc c'est vous qui êtes à l'initiative d'une certaine manière de l'explosion de l'euro d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous ne craignez pas que les marchés, les partenaires européens prennent ce prétexte d'une certaine façon pour que les marchés justement attaquent, ou en tout cas que les taux d'intérêt de la dette française augmentent, qu'on ait des problèmes de refinancement, le temps qu'on passe de l'euro au franc, parce que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Alors ça peut se faire assez rapidement néanmoins. Il faut quand même préparer, il faut préparer, il faut qu'il y ait une administration qui suive derrière. Alors la Banque de France, elle existe. Les billets, on a déjà vu des systèmes, je ne dis pas que c'est ce qu'il faudra faire, mais on a déjà vu des systèmes, par exemple, lors de l'explosion de l'Empire austro-hongrois. Il y avait la couronne austro-hongroise, par exemple, après 1918. On a, à ce moment-là, les billets ont été... Il y a eu tout simplement un coup de tampon qui était mis sur les billets en fonction des États. Donc on pourrait éventuellement faire cela. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra recréer un contrôle des mouvements de capitaux. Ça, obligatoirement, pendant la période de transition. Est-ce qu'il va pas y avoir une fuite des capitaux entre le moment où vous l'annoncez et le moment où vous allez pouvoir Oui, sans doute, c'est possible. Mais cette fuite des capitaux, elle a déjà lieu en ce moment. Hein. Je répète, ça va s'accélérer par définition. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais il ne faut pas non plus voir les choses de façon apocalyptique. Tout le monde sait. Les spécialistes, notamment au vu du sol de la balance des paiements à l'intérieur de Target 2,
Mais le FMI, Natixis, ING, Nomura, tout le monde a envisagé ce que serait l'évolution du nouveau franc par rapport à l'euro et au dollar. Et on anticipe une baisse de l'ordre de 6 à 15%, à disons moins 10%, par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Voilà ce qu'on anticipe. Ça n'est pas la mer à boire. Je précise, au cas où il y aurait des gens qui auraient des doutes, que les dettes seront converties immédiatement en francs avec un nouveau franc. Hein. Le franc que je prévois, c'est 1 franc pour 1 euro. Ça s'appelle la Lex Monetae. Donc les gens qui vous disent « oulala, le franc va perdre 50%, d'abord, c'est pas vrai, il perdra 10% par rapport au dollar. Et les gens qui vous disent « oulala, notre dette va augmenter 10%, c'est faux, puisque tout simplement, ça sera une conversion au taux de conversion. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsqu'on est passé du franc ou du Deutschmark à l'euro. Imaginez qu'il y avait des créanciers de la République d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, qui avaient des obligations du Trésor de l'Allemagne, qu'ils avaient souscrit, mettons, dans 1992 en Deutschmark. Et puis lorsque l'Allemagne est passée du Deutschmark, qui était la monnaie la plus sûre du monde, à l'euro, ils pouvaient légitimement se dire qu'ils perdaient au change. Mais ils n'ont pas eu leur mot à dire. Ça s'appelle la Lex Monetae. On leur a appliqué. C'est vrai qu'on a quand même besoin des investisseurs pour refinancer notre dette. Est-ce que eux, se voyant imposer cette Lex Monetae, même si elle est légale, ne vont pas se dire on arrête de prêter à la France? Mais attendez, est-ce que vous savez qu'actuellement, il n'y a pas les mêmes taux d'intérêt? Lorsque l'Allemagne émet des obligations de la Bundesrepublik, elle bénéficie de taux d'intérêt qui sont inférieurs à ceux de la France, qui sont eux-mêmes inférieurs très largement à ceux de l'Italie ou de la Grèce. Pourquoi y a-t-il cette divergence des taux d'intérêt? S'il y avait normalement une fongibilité parfaite de cette monnaie et une sûreté parfaite de cette monnaie à long terme, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une divergence des taux d'intérêt. Donc un jour, il y a des journalistes du Financial Times, du Wall Street Journal, je crois il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui avaient interrogé Mario Draghi sur cette question. Comment vous expliquez cette divergence des taux d'intérêt? La seule façon de l'expliquer, c'est que les marchés financiers anticipent qu'à horizon de 5 ans ou 10 ans, l'euro aura explosé. Et donc, c'est pour eux une espèce de garantie. Oui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça peut être simplement qu'ils voient qu'il y a des différences de compétitivité et de capacité de remboursement de la dette entre les pays, tout simplement. Il avait dit très exactement qu'il y avait 3 risques, qui étaient le risque de liquidité, le risque de solvabilité et le risque de change. Il l'avait mentionné expressément. Voilà. Donc, on ne peut pas... Les gens s'ils font payer plus cher à la Grèce, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un risque qui donc est évalué par les marchés financiers que leur dette un jour soit remboursée en drachmes. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des emprunts allemands qui ont des taux d'intérêt négatifs, ce qui est quasiment extravagant. Des taux d'intérêt négatifs parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent s'endetter sur plusieurs années en se disant qu'ils seront payés moins, mais comme l'euro aura explosé entre-temps, ils préfèrent avoir du marque parce que le marque prendra 15% à peu près. Imaginons que vous êtes élu, en effet, vous sortez de l'Union européenne, vous sortez des traités. Comment voyez-vous d'abord la reconstruction d'une économie française, la réindustrialisation? Ça se passe comment? Comment on évite d'être en but à des rétorsions de la part de nos partenaires si on met en place une politique protectionniste? Comment on fait vis-à-vis des États-Unis qui sont en train de modifier totalement leur fiscalité, notamment la fiscalité des entreprises, pour attirer les investisseurs? Vous prévoyez quoi? Alors d'abord, moi, je ne crois pas trop à l'histoire des rétorsions. Parce que moi, ce que je sais, c'est que dans la sphère économique et financière, les gens, c'est d'abord le principe de réalité qui prévaut. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que la France sera sortie, ça restera une grande puissance, un grand pays. Vous savez qu'il y a un excès de liquidité au niveau mondial et les actifs français et les obligations du Trésor français restent parmi les plus solides. Donc la crainte que vous évoquiez, par exemple, c'est qu'on ne trouve pas à se refinancer. Non. Il y aura peut-être une légère augmentation des taux d'intérêt, mais elle ne sera certainement pas sévère parce que les actifs, les obligations françaises sont quand même encore parmi les plus sûrs du monde. On est quand même encore au côté AA ou AA+. Bon. Deuxièmement, lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, moi, je ne crois pas, encore une fois, aux mesures de rétorsion. Je vais prendre des exemples tout bêtes, mais il y aura toujours des gens qui vont acheter du champagne ou acheter des produits français ou des produits agricoles ou des produits industriels français. Pourquoi voulez-vous que d'un seul coup, ils se disent on va les punir? Regardez ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Alors, personne n'est en train d'envisager, vous n'avez pas le MEDEF, vous n'avez pas... qui se disent on va punir les Anglais. Ça n'existe pas, ce système. Il n'y a aucune raison pour que la France soit plus maltraitée
par les pays de l'Union européenne que le Japon ou le Canada quand ils exportent vers l'Union européenne. Certes, mais il y a des pressions qui se font, ne serait-ce que parce qu'il y a des pouvoirs en jeu derrière ces questions commerciales. Quand la France, par exemple, aucun pays ne peut vendre d'armes dans le monde sans l'accord des États-Unis, s'il y a un seul composant fabriqué aux États-Unis. Donc il y a des possibilités de faire pression. Il y a des possibilités. Nous ne sommes pas souverains là-dessus non plus. Je ne dis pas qu'on est souverain dans tous les domaines, mais j'espère qu'on va l'être. En tout cas, ce dont je sais, puisque vous parlez des exportations d'armement, c'est que si on reste dans l'OTAN, les programmes de l'OTAN, les programmes d'armement, consistent de plus en plus à tronçonner les programmes entre les pays. C'est-à-dire que la France, qui possédait une industrie d'armement où on fabriquait par exemple un chasseur de A à Z, maintenant, si on reste dans ce système de l'OTAN, on ne fabriquera plus que tel ou tel composant ou partie d'un chasseur, et de telle sorte qu'on aura perdu. Ce qui nous rend dépendants. Oui. C'est la raison pour laquelle aussi je souhaite sortir de l'OTAN. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la France a vendu beaucoup d'armes au Moyen-Orient ? C'est parce que c'est une rémanence de la politique arabe de la France du temps de De Gaulle, parce que les pays du Moyen-Orient, notamment les pays pétroliers qui avaient de l'argent, imaginaient que la France étant un pays indépendant, notamment des États-Unis, lorsqu'il y aurait éventuellement une guerre au Moyen-Orient, c'était pour eux une fourniture d'armement différente des États-Unis, indépendante, et qui pourrait compter sur des pièces détachées au moment fatidique, alors que les États-Unis, c'était moins évident. Mais plus on est maintenant sous la tutelle américaine, et plus, effectivement, on risque de perdre nos parts de marché en matière d'armement. Bon, je ne suis pas un grand amateur d'armement, mais il est vrai que c'est une des forces du commerce extérieur français. Donc retrouver son indépendance nationale, c'est quand même quelque chose de tout à fait significatif. Et ça, ce sont des atouts à l'exportation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et sur le protectionnisme, comment vous le concevez exactement ? Est-ce que vous voulez mettre des barrières douanières sur justement les pays qui font du dumping social, du dumping environnemental ? Est-ce que c'est ciblé sur certains secteurs ? Ou bien est-ce que c'est simplement un principe général ? Moi, j'ai pas, dans mon discours, si vous l'écoutez, si vous regardez mon programme, c'est un mot protectionnisme que je utilise quasiment jamais, que je ne propose pas. Je pense que, par exemple, en matière agricole, il faut arrêter le carnage. On a un agriculteur qui se suicide tous les jours. Il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, 400 000 maintenant, 90% disparus. Si on continue comme ça, dans 10 ans, il n'y aura plus que 40 000 agriculteurs familiaux. Et on aura de l'agro-business, comme je le disais tout à l'heure. Là, sur certaines spécialités, et en fonction, par exemple, de l'année, on peut faire du progrès. C'est ce que font les Suisses. Les Suisses ont gardé une agriculture en Suisse parce qu'ils estiment qu'il est nécessaire d'avoir une espèce d'autosuffisance alimentaire, et ils font du protectionnisme intelligent. Moi, je pense qu'on peut faire la même chose en matière industrielle, mais je pense que je ne suis pas un fanatique du protectionnisme dans l'absolu. Je dis simplement qu'il faut faire preuve d'intelligence, il faut essayer de relocaliser en France et au plus près possible des consommateurs les productions. Il faut réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux, je le disais tout à l'heure, et tant qu'on sera dans l'Union européenne, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que la France est en train actuellement de perdre toute son industrie, tout son savoir-faire industriel. Si on n'y met pas le haut là, à horizon de 30 ans ou de 20 ans, ça sera le livre de Juppé, La tentation de Venise. La France risque de devenir un pays musée. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Alors effectivement, on aura des gardiens de musée, des autocars, des hôtels qui fonctionneront, et le reste. Mais justement, par exemple, sur les secteurs de pointe ou les secteurs d'avenir ou les secteurs liés à la transition énergétique, à la transition écologique, sur lesquels on souffre aussi d'un problème de coût du travail comparé aux pays émergents, etc. On l'a vu sur le solaire, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ces secteurs, justement, qu'il faudrait protéger, comme l'ont fait justement les pays asiatiques, pour leur permettre de décoller ? On peut très bien protéger des secteurs. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est qu'on réingénierise un petit peu la France. Parce que la France a une immense tradition d'ingénieurs. On a quand même été les pays qui ont inventé l'avion, l'automobile, le cinéma, etc., qui a découvert la radioactivité, qui a créé la TVA. Actuellement, beaucoup de jeunes sortis des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, maintenant, vont dans la sphère financière. Et ça ne va pas. Il faut qu'on retrouve le génie français. Moi, dans mon programme, j'ai prévu de renationaliser ou d'interdire la privatisation des grands services publics à la française, dans cet objectif-là. Mais aussi, effectivement, on peut faire ce que vous dites, protéger. Moi, je veux aussi... Je ne suis pas... je suis en faveur des coopérations internationales. Airbus, par exemple. Airbus, c'est le type même de la coopération internationale, ou Arianespace. Si on sort de l'Union européenne, on sera toujours dans Airbus. Ça n'a aucun rapport.
En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à cause de l'euro qui est beaucoup trop cher, vous avez vu que l'ATCOR, par exemple, se délocalise en zone dollar. C'est-à-dire qu'à cause de l'euro, on est en train de torpiller l'industrie européenne. Donc moi, je suis favorable au développement de coopération internationale, y compris d'ailleurs avec la Chine, avec le Japon, etc. J'ai mis l'exemple à l'esprit de coopération internationale qu'il faut favoriser. Il faut faire du cas par cas, je ne peux pas vous dire autre chose. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'actuellement, on n'a plus de politique industrielle. On n'a plus de politique du tout d'ailleurs, puisque tous nos leviers de commande ont été transférés ailleurs. Mais cette politique industrielle ne peut-elle pas se faire aussi en collaboration avec les pays européens, mais de telle sorte qu'à l'extérieur, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ces pays-là aient un interlocuteur qui soit européen dans la mesure où ils estiment, eux, que la France, et malheureusement beaucoup de Français l'estiment aussi, la France est trop petite toute seule, elle ne peut pas à elle seule mener une politique industrielle. Quand vous parlez de coopération, ça va jusqu'où? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité de se mettre d'accord, de mettre ensemble les forces de la France, de l'Espagne, de l'Italie, vous voyez, pour créer quelque chose qui pèse face à des géants? Votre question m'amène à élever le débat, si vous me le permettez, au principe même de construction européenne. C'est le principe même qui est débile, qui est faux. Pourquoi est-ce que vous voulez que, parce que le Portugal est frontalier de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, qui est frontalière de la Lettonie, qui est frontalière de l'Estonie, et qui, à travers le golfe de Botnie, est frontalière de la Finlande, pourquoi est-ce que vous postulez que les habitants, les Portugais qui habitent dans l'Algarve, auraient les mêmes intérêts que les Lapons de Rovaniemi, alors qu'à 50 km au sud, il y a le Maroc. Je suis d'accord. Avec qui avons-nous des intérêts communs? C'est quoi votre vision géopolitique? Mais écoutez, c'est comme un être humain. Nous sommes là tous les trois en ce moment. Bon, mais dans 2 heures, on sera chacun dans d'autres cénacles. Ce soir, chacun aura retrouvé sa famille ou ses amis, etc. Donc, en fonction des intérêts, on fait des alliances différentes. C'est exactement la même chose pour des États. Il faut, bien entendu, si on le peut, développer, par exemple avec Airbus, des relations avec un certain nombre de pays européens. Mais je vous fais remarquer au passage que dans l'Airbus A380, ce sont les États-Unis d'Amérique qui font 38% de la part de l'Airbus A380 quand c'est motorisé Pratt & Whitney. Ils font déjà toute l'électronique embarquée, les trains d'atterrissage. Et d'ailleurs, l'avion a été conçu par des ingénieurs à Wichita, dans le Kansas. Et dans l'Airbus A380, vous avez 10 entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, alors que vous avez 15 États de l'Union européenne qui mettent même pas un rivet. Bon. Moi, je dis que, en fonction des besoins, on va faire alliance avec l'Espagne, l'Italie, je ne sais pas quoi, mais aussi bien avec la Chine. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Chine. En Chine, PSA a construit une usine à Wuhan. Moi, j'étais allé avec Jacques Chirac à Wuhan, en Chine, où PSA a une co-entreprise qui s'appelle Dongfeng, c'est une entreprise chinoise, ça veut dire le vent de l'Est, pour fabriquer des modèles qui s'appellent Élysée, d'ailleurs, une voiture sur place, pour le marché chinois. Volkswagen a sa propre co-entreprise chinoise, Fiat a la propre sienne. Toutes ces grandes marques, par exemple d'automobiles, sont ce que l'on appelle dans le monde du business des global players, c'est-à-dire des gens qui veulent être présents sur le marché nord-américain, européen, asiatique. Et ils ont des coopérations transnationales qui se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Donc en fait, le périmètre de l'Union européenne est un périmètre factice, même en matière de coopération industrielle. C'est des coopérations privées en l'occurrence. Oui, mais entreprises. En Chine, vous êtes obligé de toute façon de faire une joint venture avec une autre. Écoutez, vous voulez que je vous raconte une anecdote qui va vous faire sourire? J'étais avec Jacques Chirac quand il était en 1996, quand il avait été reçu. Moi je faisais partie on était 7-8 personnes. On avait été reçus par le président Chiang Zemin à Chiangmai, dans la cité interdite réservée aux dirigeants. Bon. Et puis, alors je vous passe les détails pour aller vite, mais en fait, Jacques Chirac était là pour essayer de. Enfin, il commence la conversation. Le président chinois lui dit je suis ravi de voir un représentant de la pensée gaulliste. Charles de Gaulle a fait preuve de prémonition en 1964 lorsqu'il a reconnu la République populaire de Chine. Et Jacques Chirac répond vous savez que maintenant nous sommes en train de construire l'Europe. D'ailleurs, le président chinois attendait une perche pour une coopération franco-chinoise et Chirac répond on est en train de construire l'Europe avec l'Allemagne, ici et ça. Bon, le chinois se ferme. Ensuite, on change de sujet. Et Jacques Chirac dit voilà, je suis venu pour vous insister sur l'importance que nous portons à la construction du TGV Pékin-Shanghai. Jacques Alstom est le leader mondial, et ci, et ci, et ça.
Et le président chinois, Jiang Zemin, l'écoute et lui dit, écoutez, monsieur le président de la République française, vous me posez un problème. Alors Chirac dit, ah bon, et pourquoi? Il dit, parce que il y a 3 semaines, dans le fauteuil, je me rappelle, dans le fauteuil où vous êtes, je recevais le chancelier d'Allemagne, M. Schröder, qui me disait tout le bien que je devais penser du projet Siemens pour faire le train à grande vitesse entre Pékin et Shanghai. Vous venez me parler du projet, vous me proposez une alliance franco-chinoise sur Jake Alstom. Je comprends bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'avez dit au début que la France était en train de fusionner avec l'Allemagne et de faire une coopération, que maintenant c'était la même diplomatie et le même pays. Comment est-ce que vous voyez ça? Chirac, il a regardé ses pompes. Voilà. C'est tout le problème, c'est qu'en effet, chacun suit son intérêt et Mais que oui, ça s'appelle la souveraineté des États. Et puis c'est le principe de réalité, comme disait De Gaulle. La politique, c'est partir des réalités. Voilà. Alors, il y a une autre réalité, justement, dans cette géopolitique mondiale, c'est celle du terrorisme et c'est celle des rapports de force et de la position diplomatique de la France sur ces questions-là. C'est une question, d'ailleurs, que vous abordez quand même assez peu dans votre programme. Vous êtes très rapide vous expliquez qu'il faut renforcer la lutte contre le terrorisme, sans qu'on comprenne exactement quelle est votre vision, d'abord de la nature de ce terrorisme, et ensuite des alliances qu'il faut nouer pour cela, et de la façon dont on lutte contre le terrorisme en France. Alors c'est vrai que vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose sur lequel je suis assez rapide, parce que c'est un sujet que je pense extrêmement clivant dans la société française, et c'est un sujet sur lequel j'ai le sentiment intuitif de ne pas avoir toutes les cartes en main. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que l'on a des gens qui passent leur temps à hurler au terrorisme, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Sur l'affaire, par exemple, de l'attentat du 14 juillet à Nice, où en est l'enquête? Quels sont les commanditaires? Y a-t-il eu des commanditaires? On n'en sait rien. Sur beaucoup d'enquêtes, finalement, ça se perd un petit peu dans les sables. Ce que l'on sait, ce que l'on sait, pour quiconque se documente un tant soit peu, c'est quand même que Daesh et l'État islamique et ce genre de choses ont quand même des armements occidentaux, des armements américains et anglais qui semblent transiter par la Turquie. On sait quand même, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a des généraux français qui l'ont dit, des généraux de la DGSE, qu'il y a derrière des financements qui viennent d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Or, ce n'est pas moi qui reçois en grande pompe, ni les Saoudiens qui donnent des légions d'honneur ou qui fait financer son divorce par l'émir du Qatar. Ça, nous sommes d'accord, mais quand vous dites que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants et que du coup vous restez en retrait, là c'est un peu étonnant. Vous aspirez à présider la République française. Oui, je ne suis pas en retrait. On peut être d'accord sur les analyses sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, sur la mansuétude de la Turquie qui a laissé passer en plus tous les dignitaires de l'État islamique vers la Libye quand elle en avait besoin, bien entendu. Mais justement, quelles conséquences on en tire? Quelles conséquences vous en tirez? Eh bien, moi j'en tire. Pour ça, je ne fais pas. J'ai quand même dit des choses qui me paraissent très importantes. La première chose, c'est que moi, si je suis président, je retire toutes les troupes françaises engagées dans des guerres illégales. Voilà. Je renoue avec la grande politique française, qui a encore été incarnée la dernière fois, d'ailleurs, par Jacques Chirac en 2003 et Dominique de Villepin, lorsqu'ils ont refusé de participer à la guerre en Irak, au motif que Saddam Hussein, je rappelle quand même que Saddam Hussein était censé avoir des armes de destruction massive, pour rappeler Colin Powell, le secrétaire d'État américain qui agitait. Et puis 6 mois après, les Américains ont avoué que c'était faux. Nous sommes en pleine guerre de la désinformation dans le monde. Et donc je dis que la première chose à faire, c'est de couper les sources du terrorisme. Les sources du terrorisme, c'est déjà de ne pas fricoter avec des pays qui sont derrière le terrorisme. C'est de retirer la France des théâtres d'opération où elle n'a rien à faire, notamment dans les guerres illégales. Ce sont lesquels ? C'est-à-dire, qu'est-ce que par exemple, considérez comme guerre moi, je ne sais pas où illégale? l'on en est. J'aimerais, si je suis élu, je me ferai communiquer par les services compétents du ministère de la Défense et les services de renseignement. Combien est-ce qu'on a encore de personnel en Afghanistan? Est-ce qu'on en a des conseillers, décider ça? Qui est-ce que l'on a en Syrie? Qu'est-ce qu'on a en Libye? Je rappelle que le régime de Kadhafi, il était ce qu'il était, mais la Libye était un pays qui était globalement heureux, où les gens vivaient très confortablement, en tout cas un des plus hauts niveaux de vie d'Afrique, et que ce truc a été détruit par les Britanniques et les Français, bien entendu,
avec l'aval de Washington, et que c'est un désastre. Il y a 70% des gens qui ont fui la Libye, le Machrek a été déstabilisé. Les armes qui se sont disséminées voilà. dans tout le Eh bien, donc je dis que tout ça, il faut partir à l'origine des causes. Il y a aussi une cause en France qui contribue, à mon avis, à radicaliser un certain... Je ne verse pas dans la... Il y a une toute petite partie, effectivement, de gens qui ont tendance à se radicaliser. Et je pense que ça vient... Je ne veux pas jouer les bisounours, mais quand on a 3,6 millions de chômeurs de catégorie A, 7, 8 millions peut-être plus de gens qui sont soit au chômage total, partiel ou des tout petits boulots, lorsque l'on a une société où les inégalités ne font que s'accroître, lorsque l'on a un discours qui vient d'outre-Atlantique et on ne cesse d'incriminer officiellement et constamment l'islam, le monde musulman, lorsque l'on a un développement d'une politique communautariste, il ne faut pas tout à fait s'étonner qu'il y ait des gens qui perdent les pédales, qui deviennent un peu... Le type, par exemple, à Nice, il n'est pas sûr du tout qu'il était dans des réseaux. Il est tout simplement possible que ce soit un type qui était un peu dingo, et puis qui, pour se donner un genre, se soit dit bah tiens, je vais me radicaliser. Il faut aussi les services de renseignement ont été quand même, me semble-t-il, les renseignements généraux qui fonctionnaient bien ont été assez largement désorganisés par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là-dessus? Je pense qu'il faudrait réorganiser les services, recréer des vrais renseignements généraux. On ne peut pas non plus tolérer le fait qu'il y a des trafics d'armes lourdes dans certaines banlieues, on le sait, donc là il faudrait intervenir. Mais fondamentalement, je pense que c'est comme l'économie. C'est-à-dire que là, on touche à des êtres humains. Et les êtres humains, ce ne sont pas des êtres totalement d'une rationalité mathématique. On touche aussi à l'émotif, à l'émotionnel. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'économie ne marche pas, une des raisons pour lesquelles la France s'enfonce dans la criminalité et le désastre, c'est que beaucoup de gens ne voient plus l'avenir de façon positive. Ils ne savent plus où on va. Ils n'arrivent pas à se positionner, à se projeter de façon positive dans la République française. Je crois fondamentalement qu'en matière économique, comme dans ces questions-là, comme en matière de sécurité, à partir du moment, déjà, où les Français auraient le sentiment d'être dirigés par un vrai président de la République, pas le larbin de Washington, pas quelqu'un qui prend sa mobilette comme ça à 15h pour aller voir sa maîtresse, pas quelqu'un qui déshonore la fonction, quelqu'un qui est respectable. Déjà quelqu'un qui connaît les dossiers, qui est respectable, qui a une autorité naturelle, qui est courageux parce qu'il sait s'opposer aux grandes puissances de ce monde. Vous savez, ça fait 8 siècles que les Français, ils attendent que le chef de l'État assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et donc il y a un fil rouge tout au long de notre histoire, à travers les monarchies, les empires et les républiques, entre les bons chefs d'État et les mauvais. Les bons chefs d'État ont toujours été des chefs d'État qui ont pris la défense du peuple français contre les féodaux de leur époque, que ce soit un tel ou tel féodal, que ce soit le prince de Conti ou le grand Condé sous Louis XIV, que ce soit Charles de Téméraire, ou que ce soit les féodalités économiques et financières dénoncées par le Conseil national de la résistance de 1944 ou les partis politiques que dénonçait Charles de Gaulle. Et puis vous avez les mauvais chefs d'État qui ont toujours joué le jeu au contraire de l'oligarchie ou des féodaux. Voilà, c'est Charles VI qui signe le traité de Troyes et qui bazarde la France à l'Angleterre. C'est Louis XV. Isabeau de Bavière qui signe le traité de Troyes. Comment ? C'est Isabeau de Bavière qui signe le traité de Troyes. Oui, enfin, qui était Charles VI, c'était plus tout à fait d'État. Oui, enfin, formellement, c'était quand même lui qui était le roi. Il était sous tutelle, effectivement, d'Isabeau de Bavière, qui, comme vous le savez, était la maîtresse du duc de Bourgogne. Mais Louis XV, après la bataille de Fontenoy, qui dit « je fais la guerre en roi et non pas en marchand », et sous l'influence de la Pompadour, c'est tout à la Prusse. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français diront « on s'est battu pour le roi de Prusse ». Et c'est le début du divorce entre la France et la monarchie à partir de ce moment-là. Et là, actuellement, Sarkozy et Hollande ont été intuitivement, inconsciemment, je ne sais pas comment, perçus par le peuple français comme ne défendant pas la France, les Français, les intérêts nationaux et les intérêts du peuple français, mais comme se faisant en fait la courroie de transmission d'une oligarchie financière internationale et industrielle. Et tout le problème, si jamais M. Macron était élu président de la République, on va l'enlever corps. Parce que Macron, c'était un Louis XV à la puissance 1000. Voilà. Et je pense qu'effectivement, la France va finir par éclater parce que c'est contraire à ce que souhaitent les Français qui veulent d'abord et avant tout la justice et l'égalité sociale. La question du communautarisme. Vous dites là, la France va finir par éclater. Quelle est votre vision de l'identité française ? C'est quoi être français aujourd'hui pour vous ? Pour être...
c'est d'abord cette histoire que je rappelle. Je crois que fondamentalement, enfin c'est pas de moi, hein, c'est plutôt, je vais faire du Emmanuel Todd, mais fondamentalement le peuple français est un peuple qui est anthropologiquement égalitariste. Voilà. Je crois qu'une des caractéristiques essentielles des Français, c'est qu'ils ont une sainte horreur du deux poids, deux mesures. C'est quelque chose. L'idée qu'il y ait une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, qu'une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres, c'est quelque chose qui les met dans tous leurs états, à commencer par moi. Donc l'idée, et c'est pourtant la société vers laquelle on est en train de les entraîner, sur l'antimodèle anglo-saxon. Deuxièmement, depuis la guerre des Gaules, et plus encore depuis le baptême de Clovis, les Français, c'est un peuple métissé. C'est un peuple où il y a eu des apports successifs. Il y a d'abord les Celtes, puis les Gaulois, puis les Romains, puis les Franken. Et vous rappelez mais après, il y a quand même une très très longue période où il y a une stabilité démographique jusqu'au XIXe siècle. On peut dire ça, mais quand même. Mais c'est vrai, je vous rejoins sur le fait que sur le fond, au départ, dans la constitution du peuple français, il y a un mélange. Il n'y a pas de type français du point de vue physique. Si vous allez en Suède, il y a énormément de gens blonds aux yeux bleus. Si vous allez au Portugal, il y a énormément de gens avec la peau mate, les yeux marrons et les cheveux bruns. En France, vous avez tout. Vous avez des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux noirs, des peaux claires, des peaux mates, des blonds, des roux, des verts. Vous avez quand même une grande diversité française. C'est d'ailleurs la France est au carrefour de l'Europe occidentale. C'est une de nos spécificités. Il y a également une grande diversité de climat, de culture, etc. Et donc, je crois que ce qui fait la quintessence du peuple français, c'est à la fois cette diversité et cette unité forgée par les siècles avec un État central. Quand on s'attaque à l'État central en France, on s'attaque à la France. Alors que lorsqu'on s'attaque à l'État central en Allemagne, par exemple, aux États-Unis, pas du tout. Ça n'a pas du tout le même effet. C'est pour ça que la France vit actuellement une véritable crise qui, avant d'être une crise économique, sociale, c'est d'abord une crise morale. C'est l'identité française même. Les Français ont besoin, je crois, d'un État central qui assure l'égalité et la justice sociale entre les Français. Il n'y a pas une articulation à retrouver entre l'État central et le local. Vous disiez vous-même d'ailleurs qu'il fallait relocaliser l'économie pour reconstruire des bassins d'emploi, en fait. Voilà. Comment vous voyez cette articulation? Vous êtes farouchement jacobin ou vous pensez qu'il faut, à un moment donné aussi, faire vivre ce qui fait la diversité de la France, diversité géographique? Moi, je ne sais pas si j'aime pas le mot farouchement, mais je pense qu'actuellement, nous allons dans un sens qui est le contraire de ce que souhaitent les Français. Moi, dans mon programme, j'ai proposé que les régions redeviennent ce qu'elles étaient du temps de Pompidou, c'est-à-dire de simples établissements publics régionaux. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Il s'est passé que les provinces d'Ancien Régime ont été toutes supprimées. Elles avaient chacune leur poids et mesure, leur fiscalité, leur parlement, qui était trusté par des aristocrates qui s'opposaient au pouvoir central. Les édits royaux avaient les pires difficultés. Lisez l'histoire du Parlement de Paris par Voltaire, vous serez édifiés. Donc, les Français, ils ont supprimé en 1790 toutes les provinces et ils ont créé le système des départements. Et finalement, ça a bien correspondu à l'état d'esprit des Français. Pendant 2 siècles, ça a parfaitement marché. Oui, mais avec un respect aussi de la vie locale. Quand Jules Ferry explique qu'il faut que l'instituteur s'appuie sur les petites patries, c'est aussi cette diversité française. Mais je n'ai rien dit contre. Moi, je pense en tout cas qu'il faut... Actuellement, il y a un projet subreptice qui est imposé aux Français sans qu'on leur ait jamais ni demandé leur avis, ni expliqué l'objectif final. L'objectif final, je pèse mes mots, c'est la destruction de la République française. C'est la destruction des grands États-nations d'Europe occidentale, avec cette utopie à l'esprit qui est de créer des États-Unis d'Europe, mais pas les États-Unis d'Europe. Oui, avec des euro-régions, vous voulez dire. Voilà. Mais pas les États-Unis d'Europe version Victor Hugo 1849 avec la France, l'Espagne. Non, ça serait avec Catalunya, Barreis, Occitania, Corsica, País Vascos, Flanders, Scotland. Eh bien ça, les Français ne le réalisent pas. Et moi, je suis très inquiet, je suis le seul aussi à en parler. C'est l'unité nationale qui est actuellement en cause. Parce que le projet actuel, c'est de supprimer les départements. Les Français ne sont pas d'accord. C'est de fusionner de force les communes. Les Français ne sont pas d'accord. Pourquoi j'ai obtenu mes parrainages? C'est parce que j'ai vu beaucoup de maires qui ont dit « nous sommes en dictature ». On est en train de fusionner de force des communes de France qui remontent au Moyen-Âge, qui sont devenues des communes à la Révolution française, mais c'était les paroisses qui remontaient au Moyen-Âge. Et dans quel objectif? Si ce n'est que d'avoir la même congruence administrative
que celles qu'on trouve en Allemagne ou aux États-Unis d'Amérique. Il y a des gens qui disent que je vois les États-Unis partout. J'ai pas dit que c'était les États-Unis qui avaient demandé ça, mais on a des grandes régions qui sont sorties d'un chapeau. Et pas seulement en France, parce que c'est un projet transeuropéen. En Suède, en ce moment, le gouvernement de Stockholm a annoncé comme ça, la bouche en cœur aux Suédois, qu'on allait passer de 21 à 6 régions. Les Suédois sont furieux. Monsieur Matteo Renzi a été renvoyé à ses chères études lors du référendum du 4 décembre dernier. Il avait proposé aux Italiens de supprimer les 110 provincias, c'est-à-dire l'équivalent de nos départements. Et les Italiens n'ont pas voulu. Ils ont voulu garder leurs départements. Nous, c'est encore pire. On ne propose même pas ça aux Français. On est en train d'aller vers un système qui, si on n'y met pas le haut là, à terme, on aura l'Union européenne, une espèce d'État fédéral, des grandes régions traitant directement avec Bruxelles, où on favorisera les idiomes locaux, le breton qui, comme vous le savez, est une langue de création récente, hein, et qui d'ailleurs ne s'appliquait pas à la Bretagne, parce que du côté de Rennes, c'est le gallo. On pourrait débattre, voilà, sur l'identité bretonne. Oui, mais avec ce qu'on appelle avec une la langue bretonne existait, elle était diverse. Elle était diverse, et comme seulement le sur français, le pourtour. elle a été unifiée. Voilà. Mais avec une koiné, comme disait Laguille, c'est-à-dire qui sera le globish, donc l'anglo-américain pour tout le monde, et puis on développe comme ça des langues régionales. Et on fait éclater le modèle national. Ce qui se dessine pour l'instant plutôt, si on veut parler en termes d'organisation des territoires, ou plutôt de désorganisation des territoires, c'est ce qu'on appelle la métropolisation. C'est-à-dire des métropoles hypertrophiées et des territoires, en particulier en France, qui se désertifient totalement. Et comment, d'abord, pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui provoque la désertification des petites villes de province, des villages, etc. Et comment vous luttez contre ça? Alors, sortir de l'Union européenne. L'article 106 du TFUE impose la mise en concurrence des grands services publics. Si on met en concurrence des grands services publics, c'est-à-dire si on met en concurrence la SNCF, la Poste, etc., il ne faut pas s'étonner que progressivement, ils soient obligés d'aller vers les niches rentables et que progressivement on ferme des lignes, surtout que si on a les autocars Macron, que la Poste soit obligée de devenir une épicerie et autres et de centraliser tout ça. Donc les services publics ont tendance à diminuer. Deuxième facteur, c'est les restrictions budgétaires continuelles. C'est pas moi qui l'invente. Dans le dernier rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique, publié le 18 mai 2016 et qui s'applique pour 2017, il est prévu de diminuer encore les dotations aux collectivités locales. Donc si on diminue les dotations aux collectivités locales, on va encore favoriser l'attrition des services en zone rurale. On a également un phénomène qui est la mise, j'en parlais tout à l'heure, de l'agriculture, puisque les agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, donc ils quittent la terre. Donc on a des exploitations de plus en plus grandes, donc un certain nombre de gens s'en vont vers les villes. Ceci incite aussi les médecins à ne plus aller en zone rurale, puisqu'ils n'ont plus de clients. Vous avez eu un truc à défrayer la chronique récemment, c'était une médecin gynécologue qui était du côté de Château-Gontier en Mayenne, qui a mis son fonds de commerce en vente, enfin son cabinet, sa clientèle, sa patientèle, comme on dit maintenant, en vente pour 1 euro sur le Bon Coin. Ça veut dire que c'est un cercle vicieux, effectivement, de désertification rurale. N'oublions pas non plus que dans toutes les villes de France maintenant, même des villes de 20 000 habitants, vous avez des banlieues à l'américaine avec des grands centres commerciaux, et vous avez tous les petits villages ruraux, les commerces. On ne fait plus appliquer la loi Royer. Vous faites comment? Eh bien, moi, je fais appliquer la loi Royer. J'arrête je donne un coup d'arrêt. Ça va bien, les banlieues à l'américaine. Moi, j'ai une campagne dans la Nièvre. Ben, je vais dans le Cher, je vais à Bourges, je vais à Nevers, je vais à Cosne-sur-Loing, etc. Il n'y a que les banlieues à l'américaine. Il faut arrêter. Parce que sinon, on aura effectivement des villages qui sont en train de mourir. Et on aura effectivement une désertification complète. Ce n'est pas... C'est attentatoire à l'âme de notre pays, à l'âme de la France. Et moi, je veux réinstaller aussi des jeunes dans l'agriculture. Et vous savez qu'il y a tout un mouvement dans la jeunesse aujourd'hui, très tenté par l'agriculture biologique, la permaculture, qui sont tentés par renouer avec les cycles naturels. Moi, l'objectif que j'ai fixé, c'est qu'on arrête la diminution du nombre d'agriculteurs, 400 000, et à la fin du quinquennat, on essaie de repasser à 600 000. Je ne demande pas la lune, pas de remonter à 4 millions, mais vraiment de casser ça, et en favorisant, en tant que de besoin, une protection de certains marchés. Et puis, bien entendu, j'arrête la suppression des dotations globales de fonctionnement aux collectivités locales. Donc j'arrête les fusions forcées de communes, parce que sinon on va favoriser l'exode rural. Et puis, bien entendu aussi, j'arrête la disparition des services publics en zone rurale. D'où la nécessité des renationalisations que j'ai inscrites dans la Constitution.
On pourrait décliner, il faudrait beaucoup plus de temps encore pour parler d'éducation, pour parler, parce que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, les ingénieurs français, il y aurait beaucoup à dire sur la formation aussi, qui provoque la déperdition de toute l'école mathématique française et de toute l'école d'ingénierie française. Mais permettez-moi de vous dire d'une part que je vais vous flatter, ou en tout cas vous féliciter, c'est la première fois que j'ai un débat aussi approfondi depuis que j'ai lancé ma campagne. C'est-à-dire que quand on passe dans les grands médias du pays, on a droit à 8 minutes ou 9-7 minutes et on m'interroge des choses aussi importantes de savoir est-ce que je serais conspirationniste ou comment j'ai fait pour avoir mes parrainages. Mais le fond du sujet est toujours éludé. Donc heureusement que vous posez ce genre de questions. Deuxièmement, il y a quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que beaucoup de gens, énormément de gens en fait, se trompent d'élection. Là, c'est l'élection présidentielle, c'est pas les élections législatives. La France n'est pas les États-Unis d'Amérique. Il y a un poste de Premier ministre en France, il y a des élections législatives. Donc on fait comme si, en fait, les autres candidats, je suis désolé de le dire, ils ont un programme législatif. On a l'impression qu'ils sont candidats à être Premier ministre. Mais je rappelle l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Intégrité du territoire, la question de l'unité nationale, je suis le seul à la poser. Et il y a péril en la demeure. Regardez, c'est pas moi qui ai inventé que M. Jean-Guy Talamone, qui est à la tête de la région de la collectivité de Corse, a dit « je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Ça n'est pas moi qui ai inventé que dans le département des Pyrénées-Atlantiques, depuis le 1er janvier de cette année, 158 communes ont fusionné dans une entité appelée Pays Basque. Ça correspond exactement au périmètre de futur État Pays Basque dans le cadre des États-Unis d'Europe. Moi, je tire la sonnette d'alarme parce que les Français ne voient pas ce qui se passe. Et puis, comment font les autres candidats pour garantir l'indépendance nationale? Ils font comment? Et est-ce que malgré tout, on comprend votre logique sur l'influence de Washington, sur le problème de l'Union européenne, les problèmes des régions et la question de regagner sa souveraineté, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qu'on peut faire aussi, nous les Français, justement dans les rapports entre les gens, dans l'organisation des choses, pour être en capacité justement de regagner cette souveraineté? Ça dépend de nous aussi quand même. C'est pas uniquement des choses qu'on nous impose. Oui, non, je vois pas très bien ce que vous voulez dire. Au quotidien, non. Je pense que les grands choix politiques, économiques, sociaux, diplomatiques, militaires, etc., culturels, linguistiques, nous tombent dessus sans que les Français n'aient leur mot à dire, en définitive. Et moi, je crois aussi le seul candidat à m'opposer au principe même de construction européenne. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon esprit. C'est que tous les candidats, de Mme Le Pen à Mme Arthaud, approuvent le principe même de la construction européenne. Et moi, ce que j'apporte au débat, et qui montre que je pense, exploser les cadres mentaux et politiques, et je pense que je suis de plein pied dans le 3e millénaire, c'est que je dis en fait que c'est une vieille lune, cette histoire de construction d'une politique continentale, parce que ça repose en fait sur un artifice, l'appartenance à une convention géographique qui serait une convention continentale et géographique, mais en réalité ça repose au fond sur quelque chose d'indicible. Pourquoi les Français devraient-ils fusionner avec les Lettons, les Lituaniens ou les Finlandais avec lesquels nous n'avons aucun lien et se couper des pays du Maghreb? L'indicible, eh bien moi je le dis, l'indicible, c'est qu'en fait la construction européenne ressemble furieusement à un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Et donc je dis qu'au 3e millénaire, on ne peut plus faire comme ça. Il ne doit plus y avoir des pays serviettes et des pays torchons, des peuples serviettes et des peuples torchons. On a quand même le droit de s'associer entre peuples si on partage quelque chose. Alors je suis d'accord avec vous que nous partageons beaucoup plus avec le Maroc qu'avec les Lettons. Ah. Mais pour autant, ce n'est pas un apartheid que de décider de se réunir du moment qu'en fait on explicite en effet ce qui rassemble. Oui, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on n'explicite pas là. Je ne suis pas d'accord avec l'idée sur laquelle on devrait fusionner. Parce qu'il ne s'agit pas il s'agit de fusionner. Il s'agit de disparaître, de faire dissoudre la France dans une entité continentale et que l'on se sente citoyen européen. Eh bien moi je dis non, je suis 1000 fois d'accord avec vous. La France a beaucoup plus de liens. Pas la religion, peut-être pas la couleur de peau, mais tout le reste, avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, Madagascar, le Liban, la Syrie, le Vietnam, qu'avec la Finlande, la Slovaquie, l'Estonie, Malte ou Chypre. Faisons à la fin de cet entretien un tout petit peu tout de même de politique, non pas politicienne, mais on va dire de stratégie peut-être.
il vous est absolument impossible d'imaginer de vous associer à terme avec d'autres mouvements souverainistes en France, même s'ils ne sont pas aussi radicaux que vous dans leur vision des choses, même si évidemment vous n'avez pas forcément une cohésion totale de vue. Qu'est-ce qui est possible pour vous pour faire gagner votre point de vue? Alors, moi, comme vous le savez peut-être, je n'aime pas l'étiquette de souverainiste. Je trouve que c'est une étiquette ambiguë, et d'ailleurs qui a une tradition maintenant de grande ambiguïté. Disons de ceux qui assument l'idée de la souveraineté nationale, voilà. Si vous préférez. Pour moi, ça s'appelle comme ça, souverainiste. Oui, mais c'est comme ça que j'entends ce terme. Je préfère dire mouvement de libération nationale. Imaginez, est-ce que vous pensez qu'on a dit de De Gaulle en 40 qui était souverainiste ou de Gandhi en 47 qui était souverainiste? Non, mais il assumait le mot souveraineté et c'est l'essentiel. Voilà. Non, mais la souveraineté, ça, je suis tout à fait pour. C'est d'ailleurs le titre 1 de la Constitution. Et je rappelle que selon l'article 4, les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. C'est-à-dire que la Constitution n'est pas respectée. Donc moi, j'ai toujours dit, d'abord, l'Union populaire républicaine que j'ai créée, c'est en soi déjà une alliance. Parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons et qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses. Sur les sujets sociétaux, par exemple, chez nous, il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous, d'autres qui sont pour. On est le reflet de la société française. En matière d'énergie, il y en a qui sont pour l'énergie nucléaire, d'autres qui sont contre. En matière de fiscalité du patrimoine, de fiscalité des entreprises, en matière d'euthanasie. Donc, on a plein de gens qui sont en désaccord sur des tas de sujets, mais ils le savent. Et on sait sur quoi on est d'accord. On est d'accord sur le plus grand dénominateur commun. On se met tous ensemble pour défendre la souveraineté nationale. C'est comme le Conseil national de la résistance. Alors déjà, je ne comprends pas que d'autres mouvements politiques fassent la fine bouche devant ça. Mais j'ai toujours dit que moi j'étais tout à fait disposé à faire des alliances à condition que ce soit sur des clartés. Un, on sort de l'Union européenne. Donc pour vous allier avec d'autres partis, il faut qu'ils énoncent précisément qu'ils sont pour voilà. la sortie de l'Union européenne. Et de façon univoque, pas le 29 février à 2h du matin sur Radio Berry Sud avec un lieutenant qui dit l'inverse le lendemain, parce qu'ils font ça, les autres. Madame Le Pen, par exemple, ou Monsieur Mélenchon, ou chez Monsieur Dupont-Aignan, on va toujours trouver des propos ambigus, des propos ci, des propos ça. Mais au total, ce que je vois quand je prends les professions de foi des uns et des autres, il n'y a jamais marqué ce qu'il y en a marqué dans la D'accord, mais mienne. en disant cela, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'alliance possible avec les autres. Mais non, mais parce que pour moi, c'est l'essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est la sortie de l'Union européenne. C'est pas une différence de stratégie. Le but est le même. Moi, ce que je sais, c'est qu'on m'a expliqué que c'était plus malin de... Voilà, ça, c'est toujours, je connais ça. Oui, Asselineau, il est trop ci, il est trop ça, c'est beaucoup plus malin d'avancer masqué. Je dis le contraire. Je dis le contraire parce qu'on ne transige pas avec l'indépendance nationale. Il n'y a rien de plus important au monde. C'est comme être en prison ou ne pas être en prison. On ne transige pas avec ça. Et imaginez quelqu'un soit élu à la présidence de la République en disant « je vais renégocier les traités ». Et puis il constate qu'il ne peut pas les renégocier. Quelle serait sa légitimité ensuite pour faire sortir la France de l'Union européenne puisqu'il n'a pas été élu là-dessus? S'il a prévenu qu'il le ferait s'il n'arrive pas à renégocier. Mais en réalité, c'est pas ce qui va se passer. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, Monsieur Cheminade et les autres savent pertinemment qu'on ne peut pas renégocier. Il ferait beaucoup mieux de faire, je pense, ce que je fais moi depuis 10 ans, c'est-à-dire de l'éducation populaire, c'est-à-dire d'expliquer aux gens pourquoi il faut sortir de l'Union européenne. Et moi, quand j'ai commencé ça, tout le monde m'a dit « Mais vous n'y pensez pas, les Français sont des veaux, les Français comprennent rien, vous êtes beaucoup trop compliqués, ici et ça. » Mine de rien, on vient de dépasser les 25 000 adhérents et notre mouvement est en croissance verticale parce que je suis comme ça. Moi, je table toujours sur l'intelligence des gens. Moi, c'est vrai que j'ai donné des cours j'ai une vocation de prof. J'aime donner du savoir. D'ailleurs, je n'ai jamais gagné un centime. J'ai au contraire détruit plutôt ma carrière administrative pour ça. Mais je pense que c'est très important que les gens soient consciemment citoyens. Parce que, je ne veux pas manipuler les gens. Ce que je vois en tout cas, c'est que les mouvements souverainistes, en fait, ont sombré dans l'indifférence. Et puis, de surcroît, ils ont des complaisances, toujours, avec des théories ou des thèses qui ne sont pas les miennes. M. Dupont-Aignan, à plusieurs reprises, s'est fait l'apôtre du grand remplacement. C'est de l'extrême droite. M. Dupont-Aignan a fait alliance avec la Ligue du Sud, Jacques Bompard au régional. Madame Le Pen, vous avez vu ce qu'elle vient de faire encore? Elle a fait comme en 2012. C'est-à-dire, ça commence par du social-souverainisme, où il y a certains points où je suis d'accord. D'ailleurs, M. Philippot me pique régulièrement un certain nombre de choses pour se les approprier. Et puis maintenant, comme en 2012, dans la dernière ligne droite, là, elle refait la même chose avec son débat d'hier, son meeting d'hier,
haro contre les immigrés, haro contre les Arabes, Ça a toujours etc. été son... Oui, mais c'est pas mon style. Et c'est pas mon style parce que je pense que ça n'est pas conforme au génie de la République française. Je l'ai dit, ce n'est pas ça la quintessence de la France. Quintessence de la France, je pense qu'on a trouvé un parfait équilibre depuis la Révolution française. Vous savez, moi j'ai un côté très Séguin-Chevènement, c'est-à-dire que l'égalité, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et dans notre mouvement politique, on a beaucoup de jeunes Français d'origine immigrée qui se retrouvent parfaitement dans ce discours-là, qui est un discours la République française avec toutes les grandes valeurs qui ont fait la République. Et même je ne les retrouve pas, Et à gauche, même M. Mélenchon, je suis désolé, mais le discours, quelqu'un qui verse dans le communisme, qui se fait soutenir, ça va pas. Enfin, il ne pourra pas rassembler largement. Et puis surtout, M. Mélenchon, ne l'oublions pas. D'abord, outre le fait qu'il est depuis 8 ans député européen, comme Mme Le Pen depuis 15 ans, donc il vit sur la bête. Mais M. Mélenchon, lui, son projet, c'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est de démolir la Ve République. C'est-à-dire, il veut revenir à quoi exactement? Il veut revenir à la Quatrième République. Le diagnostic que fait Mélenchon est un diagnostic faux. Il dit que le président de la République a trop de pouvoir. Je dis qu'il n'en a plus, moi. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que lorsque Mitterrand a été élu en 81, il a été bien content de trouver des institutions de la Ve République pour imposer au peuple français la politique qui avait été choisie, avec des institutions qui permettent de dégager une majorité et une politique claire. Oui, mais on n'est plus tout à fait... Enfin, on ne va pas lancer un débat sur les institutions, mais on n'est plus tout à fait dans les institutions de la Ve République, avec un mandat présidentiel qui coïncide avec le mandat législatif et avec un calendrier qui fait que, de toute façon, ça déséquilibre totalement la Constitution. Je suis d'accord avec vous. Personnellement, je ne l'ai pas mis dans mon programme parce que je pense qu'il y a un temps pour tout, mais personnellement, je m'étais opposé au quinquennat. Je pense que c'est une erreur, que le septennat était une bonne chose parce que ça permettait de disjoindre bien le poste de président de la République, qui est l'homme en charge de l'essentiel, comme disait De Gaulle, le stratège, et pas différent du Premier ministre qui, lui, se récolte l'impopularité du gouvernement au quotidien. Notez bien d'ailleurs ce scandale. C'est que lorsqu'on est passé en France du septennat au quinquennat, au même moment, à peu près dans la même période, on accordait un mandat de 8 ans au président de la BCE au motif qu'il fallait qu'il ait le temps pour avoir la stratégie et l'indépendance. On voit bien qu'on pourrait aussi avoir des mandats du président de la République de 6 mois. Alors là, on est sûr que la France n'est plus gouvernée du tout. Dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure l'image que vous aviez dans les grands médias, l'image de complotiste. Vous expliquez ça comment? J'explique ça parce que comme on ne peut pas me trouver comme je n'ai pas de compte en Suisse, comme je n'ai pas de problèmes fiscaux, comme j'ai un casier judiciaire vierge, comme je n'emploie pas ma femme comme attaché parlementaire, il faut bien essayer de trouver un truc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le fonctionnement de votre mouvement un activisme qui fait qu'on a l'impression qu'en gros, tout ce qui n'est pas votre mouvement est forcément contre vous, de la part de certains de vos militants, c'est une façon de concevoir le débat politique assez raide, non? Peut-être, c'est possible, mais ce que les gens qui voient mes analyses et qui réfléchissent à fond ne peuvent pas, ont du mal en tout cas effectivement, à admettre qu'on en soit encore avec des gens qui promettent de négocier une autre Europe, etc. Ils ne peuvent pas ne pas voir, par exemple, en Mélenchon, un Tsipras français. Parce que c'est exactement ce qu'a fait Tsipras. Et actuellement, les médias, comme par hasard, promeuvent des gens qui sont en fait des leurs. Mais vous dites comme par hasard, par exemple. C'est vrai que c'est aussi les Français qui veulent voter pour Mélenchon. Il y a un effet Mélenchon. Vous le contestez, ça, par exemple? Bon, d'abord, je vais voir ce qui va se passer dans les urnes. Mélenchon, il avait été donné à 15% en 2012. Il a terminé à 10 et quelques. Bon, là, on va voir ce qui va se passer, parce que M. Mélenchon, par la CGT interposée, il a des capacités de mobiliser du monde assez facilement. On va voir exactement ce qu'il en est dans les urnes. Bon, il y a peut-être un petit peu, effectivement, une dynamique, mais il y a aussi une forte dynamique Asselineau dans les réseaux sociaux, ça je peux vous le dire. Mais ça, on n'en parle jamais. Et moi, à la télévision française ou dans les grands médias, sans arrêt, on me dit « vous allez faire 0,5 ». C'est impossible qu'on fasse 0,5.
on a fait près de 1% des suffrages au régional il y a 1 an et demi, alors qu'on avait 6 000 adhérents et que j'étais pas connu. Donc je pense qu'on va faire davantage. Mais ça, c'est des théories. Vous savez, c'est ce que les Américains appellent la self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice, où on veut mettre dans la tête des gens qu'il y aurait un vote utile qui consisterait, c'est le vote le plus inutile qui soit, de voter contre ses convictions, de voter pour en fait ceux qui nous ont entraînés dans le désastre. Donc c'est vrai, effectivement, qu'il y a un certain nombre de nos adhérents et militants qui sont agacés de voir ça. C'est vrai qu'ils peuvent être assez raides. Enfin bon, les autres, hein, quand par exemple, allez poster un truc en faveur d'Asselineau ou de l'UPR sur la page de Mélenchon, la page de Le Pen ou la page des uns et des autres, vous êtes barré, c'est une page Facebook, vous êtes radié dans la journée. Donc ça, c'est un truc qu'on nous a posé. Non, ce qui est sûr, c'est que je suis, je crois, aussi le seul candidat à appeler un chat et à parler de l'influence américaine sur la France. Parce que les autres, c'est tout le monde aux abris. Alors j'ai été attaqué là-dessus, mais je suis désolé, dans le débat public, il y a vraiment un macartisme et une chasse aux sorcières qui se sont installés au cours des 15 dernières années. François Mitterrand, dans le dernier Mitterrand, le livre de Georges-Marc Benamou, paru chez Plon en 1997, donc il y a 20 ans, François Mitterrand disait... Là, les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Aujourd'hui, vous dites ça, vous vous êtes traité de conspirationniste ou de complotiste. Lorsque De Gaulle explique à Alain Peyrefitte, et c'est Alain Peyrefitte qui le raconte dans le C'était De Gaulle, que les Américains voulaient placer en 1944 au pouvoir Pétain, Laval et Daladier, et que c'était la CIA, c'était les Allen Dulles qui étaient à Genève, qui avaient traité directement avec comment il s'appelait, avec Abetz, Otto von Abetz, qui était l'ambassadeur d'Hitler. Peyrefitte écrit ça, donc c'est en 97 ou 95 que ça sort dans le C'était De Gaulle. Aujourd'hui, on le traiterait de complotiste. Et l'autre jour, j'ai été attaqué là-dessus par Patrick Cohen à C'est à vous. Je lui faisais remarquer que lorsque François Hollande, c'était en 2015, c'était il y a 1 an et demi, président de la République, on apprend qu'il est écouté par la CSA et la NSA, la CIA et la NSA. Moi, je le dis, je vais quasiment me faire traiter de complotiste. Mais un président de la République française, c'est pas un bisounours. Il aura affaire, s'il est à la tête de l'État, à l'action des services de renseignement et d'influence des grandes puissances de ce monde. Il n'y a d'ailleurs pas que la CIA et la NSA. Il y a le MI6 britannique, il y a le FSB russe, etc., etc. Mais il y a quand même le poids et avant tout des services américains. Et c'est interdit d'en parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est interdit de dire que la construction européenne sert les intérêts géopolitiques des États-Unis. Dans les années 50 et 60, les gaullistes et les communistes le disaient absolument ouvertement. Au moment de la CED de 1954, allez revoir les documents qui étaient publiés. C'était un des termes du débat. C'était un des termes du débat. Moi, j'ai un article, j'ai un magazine qui est un magazine communiste qui s'appelle Regard de 1954, qui disait avec cette armée de l'OTAN, nous aurons une armée américaine avec des généraux allemands hitlériens. Voilà ce qui était marqué dans la presse communiste. J'ai mis en ligne sur notre site. C'était peut-être un peu excessif. Bon, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, François Asselineau. Nous admirons vos boutons de manchette avec le franc et Marianne. Bon, et nous verrons le résultat. C'est en ligne sur la boutique UPR. Oh, formidable. Bah, écoutez, on va s'en acheter. Voilà. Merci, François Asselineau. Merci. Natacha Polony. Merci beaucoup.